Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Dimanche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plumenbiz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Pardon. Avec ce live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez. Audrey, tu es avocate en droit social à Paris 16e. Tu accompagnes au quotidien des dirigeants et des directions des ressources humaines de sociétés françaises et de groupes internationaux dans la gestion de leurs relations de travail individuelles et collectives, de la mise en œuvre de politiques sociales à la restructuration d'entreprises. Notre sujet aujourd'hui, les avantages non monétaires et la qualité de vie au travail. On parle de salaire émotionnel pour décrire l'ensemble des avantages non monétaires qu'un employé tire de son travail. Il s'agit d'un élément clé dans l'attraction et la rétention des talents parce qu'il contribue à l'épanouissement. Les leviers non monétaires forment la substance propre à l'entreprise. Ils agissent tant sur la motivation individuelle que collective. De la redéfinition du management à la culture d'entreprise, ces avantages peuvent prendre de nombreuses formes. Alors Audrey, peux-tu nous en dire plus sur ces formes? Alors, elles sont très variées. Il y a bien sûr les avantages en nature qui consistent dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service, permettant aux salariés de faire l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter. Alors, on pense ainsi aux avantages en nature, logement, nourriture, véhicules de fonction, mais aussi aux réductions tarifaires sur les services et les produits réalisés ou vendus par l'entreprise. Il existe également les dispositifs sur les nouveaux modes d'organisation du travail, comme le télétravail, qui a, comme on le disait tout à l'heure, connu une véritable révolution depuis la crise du Covid, et plus récemment, la semaine de 4 jours. Et puis, on voit aussi des mesures plus spécifiques sur le cadre de travail, telles que la mise à disposition d'une salle de sport ou des services de type conciergerie. On pense aussi au régime de prévoyance, de complémentaire santé et aux contrats souscrits par l'employeur destinés à accorder plus que le panier soins minima et une couverture renforcée des risques les plus graves. Et puis aujourd'hui, le sujet environnemental et de façon plus générale, les valeurs et les engagements des entreprises peuvent faire la différence dans le choix qu'un candidat en processus de recrutement sera amené à faire entre plusieurs employeurs potentiels. Absolument. Alors, est-ce obligatoire de proposer des avantages non monétaires? Alors, la négociation obligatoire sur la qualité de vie et des conditions de travail est le cadre légal par excellence pour la mise en place de ces avantages. Comme son nom l'indique, cette négociation est obligatoire, mais uniquement dans les entreprises où il existe au moins un délégué syndical. L'obligation de négocier ne signifie pas pour autant que l'entreprise doit être dotée d'un accord sur le sujet, mais l'échec des négociations ouvre alors la voie à la prise d'engagements unilatéraux. Peux-tu juste nous rappeler les entreprises où il existe au moins un délégué du syndical, un délégué syndical, pardon. Est-ce que c'est une taille d'entreprise? Est-ce que tu peux nous Alors en préciser? fait, lorsqu'il y a au moins un délégué syndical, c'est c'est lorsqu'il y a, une section, syndicale dans l'entreprise. Ça peut être des entreprises où il y a moins de 50 salariés, pas forcément une entreprise où il y en a plus de 50. Donc, D'accord. en réalité, une entreprise de moins de 50 peut avoir un membre de son CSE qui est, délégué syndical. Donc en réalité, ce n'est pas une taille d'entreprise, mais comme je disais, c'est vraiment à partir du moment où il y a un délégué syndical. D'accord. C'est pas délégué du personnel, c'est délégué syndical. On est Oui, oui, d'accord. tout à fait, parce que D'accord. c'est avec nos délégués syndicaux qu'on négocie sur ces sujets-là.
Le délégué du personnel donc qui a été remplacé par les membres du CSE, ne négocie pas sur ce sujet-là. On le consulte sur un certain nombre de thématiques, mais la négociation, appartient, aux délégués syndicaux, en l'occurrence, dans le cadre de cette négociation obligatoire, sur la qualité de vie et des conditions de travail. D'accord, Voilà. merci pour la précision. Pourrait-on imaginer offrir un catalogue d'avantages et proposer aux salariés d'en choisir un certain nombre qui correspondent finalement à leurs besoins propres? Alors, la difficulté avec le picking, c'est qu'elle pourrait favoriser les inégalités de traitement entre les salariés. Moi, je suis plutôt favorable, à un nombre de mesures peut-être qui pourraient être plus limitées, mais qui sont offertes à tous ou selon des conditions objectives. D'accord. Alors, certains employeurs ouvrent leurs portes aux animaux de compagnie. Ils auraient un impact positif sur l'ambiance. Cette semaine, c'est la semaine, donc, au moment où nous faisons ce live, on le voit, on a pas mal de- d'informations, de médias qui parlent de la semaine du chien. Et des effets positifs donc des animaux de compagnie et du chien donc sur l'être humain. 60% des actifs se sentent moins stressés en leur compagnie d'après WAMIS, tandis que 39% estiment que la communication dans l'équipe est améliorée et 17% se trouvent plus productifs et efficaces. Alors comment la loi encadre-t-elle cela? Alors, la loi ne réglemente pas encore la présence des animaux, en entreprise, sauf dans le secteur agroalimentaire notamment, en particulier pour des raisons d'hygiène. Mais l'absence de cadre, la méconnaissance du sujet en réalité, qui peut en découler, explique une certaine réticence des entreprises. Par ailleurs, le bailleur peut avoir émis une interdiction sur le sujet dans le contrat de bail et le règlement intérieur, peut aussi avoir fixé des limites pour des raisons d'hygiène, de sécurité. Bien évidemment, il est toujours possible de revenir sur le règlement intérieur. Mais de façon plus générale, on voit quand même que certains collaborateurs ne sont pas favorables à la présence d'animaux, pour des raisons, diverses et variées, le bruit, les odeurs ou une allergie. Mais je suis d'accord avec toi, les animaux sont vecteurs de lien social et de bien-être et peut-être que la mise en place d'un baromètre opinion par l'employeur pour sonder ses salariés sur la présence d'animaux dans l'entreprise et le cadre, dans lequel, cela pourrait être réalisé, serait un bon début avant d'envisager, de porter, le sujet devant le CSE. Oui, bien sûr, toujours porter le sujet d'abord, avant de mettre en place, porter le sujet devant le CSE. Alors, avant de parler des animaux, j'aurais peut-être dû évoquer nos enfants, hein. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à la parentalité et c'est très, très bien et à ses impacts sur les actifs. De la crèche d'entreprise aux aides financières de garde d'enfants ou encore aux journées des enfants dans les entreprises, que penses-tu de ce sujet? Comment cela s'encadre? Alors, je pense qu'il s'agit, précisément de mesures collectives qui peuvent être envisagées dans le cadre de l'élaboration, de l'accord sur la qualité et les conditions de vie au travail que je citais tout à l'heure. En matière de parentalité, les entreprises peuvent, comme tu le dis, octroyer une aide financière à la garde d'enfants, mais il y a aussi tout un panel d'avantages possibles et j'ai envie de dire aucune limite en la matière. Les entreprises peuvent, par exemple, améliorer les conditions du congé parental. Ils peuvent mettre à disposition des collaboratrices un local adapté à l'allaitement. Ils peuvent octroyer une aide financière, comme tu le disais, à la garde et surtout peut-être réserver des berceaux dans les crèches interentreprises ou encore mettre en place un don de jours de repos pour, un salarié parent d'un enfant handicapé ou malade. Bien sûr. Alors, parmi les divers dispositifs, il y en a un dont nous entendons parler de manière Mmh. récurrente, c'est la prime de partage de valeur. Peux-tu nous en dire plus sur ce dispositif, notamment sur, les avantages sociaux et fiscaux qu'il peut, présenter? Alors oui, initialement, cette prime était dénommée prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et elle avait été créée en 2018 pour, répondre au mouvement dit des gilets jaunes qui luttaient contre la baisse du pouvoir d'achat. Alors il s'agissait de permettre aux entreprises sous certaines conditions de verser exceptionnellement une prime à tout ou partie, des salariés non imposables et exclus de charges sociales dans certaines limites. Alors, compte tenu de ce succès, le dispositif a été reconduit les années suivantes, pas complètement à l'identique,
et cette prime a été rebaptisée prime de partage de la valeur en 2022. Alors, il faut savoir que la prime de partage de la valeur n'est pas un dispositif obligatoire, c'est-à-dire que chaque employeur est libre d'attribuer ou non cette prime à tout ou partie de ses salariés. Le dispositif est mis en place par accord ou décision unilatérale, de l'employeur, et puis l'employeur a une grande latitude, pour moduler son montant en fonction de certains critères comme le niveau de rémunération ou, l'ancienneté des collaborateurs. Alors à date, si le montant peut être librement fixé, seuls les 3 000 premiers euros ou 6 000 € dans les entreprises qui mettent, en œuvre un accord d'intéressement ou de participation volontaire peuvent faire l'objet d'une exonération. Et il existe, 2 régimes d'exonération en fonction de la date de versement de cette prime. Alors, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime est exonérée de charges sociales à hauteur du plafond d'exonération de 3 000 ou de 6 000 € que j'ai cité, et elle est défiscalisée, exonérée de CSG-CRDS et de forfait social dans les entreprises de plus de 250 salariés, à condition, d'être versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et d'être attribuée aux salariés qui ont perçu au cours des 12 derniers mois qui précèdent le versement une rémunération brute inférieure à 3 SMIC. Par contre, à compter du 1er janvier 2024, la prime, de partage de la valeur restera exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 3 000 ou de 6 000 €, mais elle sera soumise, quel que soit le niveau de rémunération des salariés, à impôt sur le revenu, CSG-CRDS et au forfait social. Alors, compte tenu de ce régime de faveur, ce que je recommande, évidemment aux entreprises, c'est d'être extrêmement vigilantes dans l'établissement, des conditions d'attribution de la prime de partage de la valeur afin d'éviter un redressement URSSAF. Et oui, bien sûr, toujours, Et toujours, oui. toujours ce risque. Alors, il existe également une multitude d'aides, hein, que l'employeur peut mettre en place, comme la prime, de mobilité. Est-ce Mmh. facile à mettre en place? Alors bon, le sujet, plus général des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail est encadré par les textes. La négociation obligatoire sur la qualité de vie et des conditions de travail doit justement notamment porter sur les mesures qui visent à améliorer la mobilité des salariés sur ce trajet. Et à défaut d'accord, les entreprises soumises à l'obligation de négocier doivent élaborer un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites afin d'améliorer la mobilité de leur personnel. Alors, en termes de dispositifs d'accompagnement à la mobilité prévus par les textes, il existe un certain nombre d'aides telles que le forfait mobilité durable, la prime de transport pour la prise en charge des frais de carburant ou encore le versement des indemnités kilométriques. La prise en charge de ces frais est exonérée de charges sociales et d'impôts sur le revenu selon certaines conditions et à hauteur d'un plafond qui est prévu par les textes. Et puis on voit aussi, de nombreuses entreprises maintenant qui mettent en place sur leur site, des bornes de recharge à destination des véhicules électriques. Oui, j'ai vu ça et c'est plutôt Mmh. bien. Alors, que peux-tu nous dire sur le dispositif de rachat des RTT? Est-ce vraiment un avantage? Ah oui, c'est un avantage, dans le sens où il s'accompagne, d'un régime social et fiscal de faveur, puisque le montant du rachat bénéficie d'une réduction de cotisations sociales et d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par année civile. Intéressant. Alors, pour finir, quelles seraient tes recommandations pour un dirigeant et ou un RH qui, souhaite mettre en place des avantages non monétaires? Alors mes recommandations, sont d'envisager le sujet dans un cadre collectif et puis de mener un travail exploratoire, notamment en termes de projection de budget. Les avantages non monétaires peuvent en réalité découler d'un avantage monétaire, comme la prime de partage de la valeur qui implique de facto le versement d'une somme pour ensuite bénéficier, d'un régime, social et fiscal de faveur. Mais il existe, évidemment une infinité de mesures, peu ou pas coûteuses, qui peuvent clairement faire la différence et participer à l'amélioration des conditions de travail de chacun et ce faisant à l'investissement et à la performance des collaborateurs. Je pense par exemple à la mise en place, des chartes sur la diffusion des emails qui sont finalement destinées, à rappeler les bonnes pratiques en entreprise
comme, tout simplement éviter de mettre en copie d'un email une liste d'intervenants n'ayant pas forcément, vocation à intervenir sur le sujet et puis à fixer des limites dans les horaires d'envoi. On voit bien que c'est un dispositif de bon sens, assez facile à mettre en place, mais qui va changer, la vie de tous. Parce que je suppose que bon nombre d'entre nous sont hyper connectés et puis que la simple réception d'un email, en soirée, va être générateur de stress. Donc vraiment la mise en place de dispositifs, finalement assez faciles, peut changer, la vie de tous et voilà et être favorable, à de meilleures conditions de travail. Et puis pourquoi pas aussi, créer une plateforme d'entraide sur l'intranet de l'entreprise pour des services de covoiturage, par exemple. La création de groupes d'expression, c'est également profitable à tous. Ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise et la fidélisation des collaborateurs. Enfin, en bref, soyons créatifs. Oui, c'est vrai que la créativité, et le partage d'idées est toujours, une bonne chose dans ces cas-là. Merci, merci beaucoup Audrey. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment avec nous, sur le sujet des avantages non monétaires dans une politique RH. Encore merci Audrey pour, toutes ces informations, ton expertise, tes partages. Vos questions n'ont pas été oubliées, nous y répondrons dès que possible. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, Bibuzz, que ce soit avec Audrey ou avec nos autres intervenants. En attendant, vous pouvez retrouver nos articles et les enregistrements, nos lives sur notre blog Plume Biz et sur notre chaîne YouTube. Surtout, prenez soin de vous, profitez de la vie, soyez créatifs. À très vite et merci beaucoup.